Oui, nous sommes là. Allez, merci. D'accord. Donc là, je suis en train de parcourir la première question. La charte d'audit interne doit être rédigée uniquement à la création d'un service d'audit interne ou dès qu'il y a un nouveau responsable d'audit interne. Normalement, la charte d'audit interne est rédigée à la mise en place ou bien la création du service d'audit interne. Et la charte doit être revue périodiquement, en fait. D'accord? Donc, le nouveau responsable d'audit qui va venir, il va juste prendre connaissance de la charte d'audit interne qui est déjà là. Et en fonction de l'évolution de l'environnement de l'entreprise ou bien de la taille du service d'audit interne, il peut apporter une modification, il peut faire juste une mise à jour. Sinon, il n'y a pas lieu de réécrire une nouvelle charte alors qu'il y a une charte qui est déjà là. Il faut juste voir si l'activité de l'entreprise a évolué et si la structuration même du service d'audit a changé. On peut faire la mise à jour de la charte. Sinon, la charte d'audit interne est rédigée quand on met en place le service d'audit interne. Généralement, ce n'est pas un réflexe pour les auditeurs de faire une charte d'audit interne. C'est vrai que c'est recommandé par les normes, mais ce n'est pas un réflexe pour les auditeurs de mettre en place une charte d'audit interne. Voilà, nous avons travaillé dans les entreprises qui existaient depuis combien d'années. Il n'y avait pas de charte. Donc, c'est l'auditeur qui prend connaissance, qui prend conscience qu'il doit écrire une charte. Si la charte n'existe pas, il écrit. Mais si la charte existe et qu'il voit que l'environnement a changé, il peut juste faire une mise à jour de la charte. Et la mise à jour de la charte est généralement annuelle. Quelqu'un d'autre a demandé... Le référentiel de contrôle interne peut-il être constitué par le manuel de procédure? Le référentiel de contrôle interne, en fait, c'est le référentiel COSO. Oui, en fait, par là, bonjour Franck. Allez-y. D'accord, par là, ce que j'entendais, c'était le dispositif en fait de contrôle interne. Parce que dans les entreprises locales, le dispositif COSO, le référentiel COSO, peut être un peu difficile à mettre en œuvre. Mais c'est pas parce qu'on n'arrive pas à mettre forcément en œuvre de manière carrée le dispositif COSO qu'on n'a pas de référentiel. Dans une entreprise, l'ensemble des procédures, que ce soit les procédures opérationnelles, les procédures de gestion, constituent en fait le référentiel de contrôle interne. Parce que là-dedans aussi, on peut avoir des mémos, on peut avoir des fiches d'enregistrement, des éléments de contrôle en fait qui existent et qu'il faut mettre en place. Donc, avant de pouvoir mettre en place un dispositif COSO, la question que je vous pose, c'est est-ce que le référentiel d'audit peut être constitué par l'ensemble des procédures, l'ensemble des mémos, l'ensemble des fiches d'enregistrement, l'ensemble des éléments de contrôle, ou bien il y a un distinguo qu'il faut faire entre le référentiel de contrôle interne et le dispositif de contrôle interne. D'accord. Parce que là, par exemple, si je prends l'exemple d'une entreprise qui vient d'être constituée et pour laquelle on n'a pas encore de procédure, on n'a pas véritablement de mémo, ou peut-être même que l'organigramme de la structure n'est pas forcément un organigramme qui est adapté. Donc, pour débuter, est-ce que le référentiel ne peut être constitué par ce que je disais un peu plus? En fait, ce référentiel, tu vois, maintenant, le manuel, tout ce que tu dis, en fait, est regroupé dans le manuel technique d'audit, en fait. Quand tu prends le manuel technique d'audit, tu as tous ces éléments-là. Et c'est lui qui sera la boussole ou bien le guide, en fait, des activités.
Allô? Allô, oui? Je dis que le manuel technique de tous ces éléments que tu as cités tout à l'heure là font partie du manuel technique de l'audit ou bien du manuel de procédure de l'audit. D'accord? Et c'est ce manuel de procédure de l'audit là qui va constituer en fait le guide du service d'audit en fait. D'accord. C'est comme la boussole de l'audit. Bon. Donc, en fait, dans le manuel technique, tu as les rapports, tu as les procédures, tu as la méthodologie d'audit même, tu as les exemplaires de frappe, tu as les questionnaires, tu as un tas en fait, tous les documents techniques que les auditeurs vont utiliser sont contenus dans le manuel technique de l'audit. Je comprends. Et c'est le manuel-là qui va guider, en fait, comment on appelle ça, le fonctionnement du département. Et en réalité, c'est ce que le COSO ne dit rien que ça. Parce que quand on parle de dispositifs de contrôle interne, c'est tout ça. Le manuel de procédure fait partie des dispositifs de contrôle interne. L'audit interne même fait partie du dispositif de contrôle interne, en fait. Je comprends, mais je prends l'exemple, en fait, d'un groupe d'une entreprise pour laquelle on n'a pas forcément d'auditeur interne. Et on essaie de concevoir, en fait, un dispositif de contrôle interne. D'accord. Donc, le référentiel de ce dispositif-là, il peut être constitué, c'est-à-dire parce que au niveau du COSO, on va parler du risk management, mais avant d'arriver même à moi, mon ITQ, c'est-à-dire mon questionnaire de contrôle interne, avant d'arriver même à ma matrice des risques, à ma matrice de consignation des risques, avant d'arriver à là, il faut avoir un référentiel, un dispositif en fait. Avant de pouvoir déployer ce dispositif-là, le référentiel en fait de ce dispositif-là est constitué par l'ensemble des procédures et mémos. Maintenant, pour l'audit interne, parce que là, c'est différent. Le dispositif de contrôle interne, parce qu'on a plusieurs niveaux de contrôle. On a les contrôles qui sont réalisés par les opérationnels. Exactement. Les différents contrôles qui sont réalisés par les opérationnels, c'est en cela que le dispositif de contrôle interne peut être fort ou pas. Par les opérationnels au niveau du management et puis ensuite par l'audit ou le contrôle permanent, ça dépend de la structure de l'entreprise. Et puis après, peut-être on a les auditeurs externes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça c'est le dispositif. Ok, d'accord. D'accord. Donc, c'était juste pour confirmer ça avec vous. Bien, si au niveau du COSO, vous avez d'autres remarques pertinentes à... Non, je veux dire, le COSO ne... En fait, quand tu dis que le COSO, il est difficilement applicable, en fait, le COSO nous donne des instructions sur la manière... Le COSO nous donne des instructions. Et le COSO, en réalité, c'est pas quelque chose de tangible, en fait. Le dispositif, il institue des dispositifs d'accord de contrôle interne, l'implémentation des dispositifs de contrôle interne. Et tout ce dont tu as cité là font partie de ces dispositifs-là. D'accord. Donc, en gros, ce sont les références, en fait. Voilà, ce sont les références qui vont mener, en fait, nos activités. Tu comprends? Donc, il ne faut pas croire que le COSO, c'est... Les manuels techniques font partie des référentiels du COSO. D'accord. Parce qu'il faut voir déjà l'origine du COSO. C'est parti de quelque chose, de l'affaire, des détournements qu'il y a eu à l'affaire Enron, tout ça. C'est à partir de ça qu'il y a eu le COSO. Et l'objectif, c'était quoi? C'était de mettre en place des dispositifs de contrôle interne pour pouvoir atténuer tout ce qui est risque de fraude, etc., etc. Donc, ce dispositif-là, il y a les manuels de contrôle interne,
Et puis après, il y a la révision du COSO qui a ajouté l'évaluation des risques avec la cartographie des risques. Donc, tu as le manuel de contrôle interne qui comprend toutes les fiches techniques dont tu parles. Donc, en gros, c'est tout ça qui constitue en fait les référentiels de contrôle interne en fait. D'accord. Les dispositifs de contrôle interne recommandés par le COSO. D'accord. Merci beaucoup, Franck, pour la précision. Est-ce que c'est clair ou bien il y a des zones d'ombre? Non, ça va. Ça va. S'il y a peut-être que l'autre question que j'allais poser, c'est-à-dire, on fait la cartographie des risques avant la rédaction des procédures, ou bien la mise à jour du dispositif dont on vient de parler, ou bien la cartographie des risques vient après, en termes de workflow. D'accord. Comment ça se passe? Normalement, comme il dit, les étapes ne sont pas figées. D'accord. Mais généralement, parce que c'est les deux étapes qui sont liées, c'est cartographie des risques et plan d'audit. D'accord. Ces deux étapes-là, on ne peut pas les dissocier. Enfin, on ne peut pas les séparer. Il n'y a pas une étape qui peut s'insérer entre les deux. Sinon, on peut commencer par la charte d'audit. D'accord. Par la charte d'audit, c'est-à-dire qu'on fait la charte d'audit, on fait nos manuels, tout ça. Et après, on fait l'évaluation du contrôle et de l'environnement de contrôle. D'accord? Et l'évaluation de l'environnement de contrôle, en fait, va enrichir ces documents-là. Et ensuite, on peut faire notre cartographie des risques, faire notre plan d'audit, les budgets, tout ça. D'accord. Qui d'autre avait posé? Merci beaucoup. Si j'oublie les questions de quelqu'un, il faudra me rappeler. Pouvez-vous expliquer le manuel d'audit interne ou de contrôle interne? Je disais en fait, à l'instar des autres entités de l'entreprise, l'audit interne doit avoir son manuel de procédure. Donc c'est ce manuel de procédure, bien ce manuel technique-là, qu'on appelle manuel d'audit interne. Donc, dans ce manuel-là, on aura la méthodologie d'audit, on aura tout ce qui est fiche technique dans la conduite d'une mission d'audit, on aura la frappe, on aura les différents questionnaires, un modèle de rapport, on aura le rattachement de la mission, les objectifs de la mission, les périmètres d'intervention, tout ça. C'est comme en fait un manuel de procédure classique. Mais sauf que le manuel technique d'audit est plus étoffé que le manuel de procédure classique, en fait. Donc, je reprends. À l'instar des autres fonctions de l'entreprise, l'audit interne doit avoir son propre manuel de procédure, qu'on appelle généralement manuel technique ou manuel d'audit interne. Si la personne qui a posé la question n'est pas satisfaite, elle peut toujours me reprendre ou bien me relancer en fait. Entre la cartographie des risques et la charte d'audit, quel est le document qui doit être rédigé en premier? C'est la charte d'audit interne. Parce que pour élaborer la cartographie des risques, il faut aller faire des entretiens avec les opérationnels. Mais qu'est-ce qui dit aux opérationnels qu'il y a un service d'audit qui a été créé et qui a été validé par le conseil? C'est la charte d'audit. Donc, charte d'audit avant cartographie des risques.